Bonjour à tous et aujourd'hui on va tenter de comprendre le mieux possible les grands moments de notre univers. Alors ces grands événements se basent sur la théorie du Big Bang proposée par Georges Lemaître en 1927 à la suite des travaux d'Albert Einstein sur la relativité générale. Alors en 1927, les travaux de Georges Lemaître et d'Alexander Friedmann mettent en évidence une solution exacte et assez simple de l'équation d'Einstein qui décrit un univers en expansion. Alors les travaux d'Einstein permettent de calculer le comportement de la courbure, on va dire, de manière locale, c'est-à-dire aux abords d'une source de matière, comme une étoile ou une galaxie. Ce que Georges Lemaître et Alexander Friedmann tentent d'établir, eux, c'est une sorte de courbure globale de l'univers, un paramètre qui permettrait à lui seul de donner une indication sur la courbure générale dans l'univers tout entier, ce qu'on va appeler le facteur d'échelle. Je vais maintenant détailler comment a été obtenu le facteur d'échelle de manière assez simple, mais si vous ne voulez pas vous embarrasser avec des calculs, je vous suggère de passer directement au chapitre suivant. Pour commencer, on peut prendre un espace qui est plat. Dans un espace comme celui-ci, vous pouvez trouver la distance relativement facilement entre le point B et le point C en appliquant simplement le théorème de Pythagore. On a donc racine carrée de AB carré plus AC carré. On peut généraliser ce théorème en fonction de x et de y, c'est-à-dire x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Ce qui nous donne delta x carré moins delta y carré. On peut ajouter devant chaque variable un 1. Alors, ça ne change strictement rien, mais il met en avant la possibilité de modifier les facteurs. On pourrait par exemple mettre 0,5 dx et 2 dy. Cette expression du théorème de Pythagore n'est pas invalide pour autant. On pourrait imaginer un espace où cette expression fonctionnerait. Mais il faut faire attention, ces coefficients ne changent pas la position des points. Ils modifient simplement la manière de calculer les distances, mais sans toucher à la position des points. Et ça, c'est très important. Et si vous n'arrivez toujours pas à comprendre comment on peut changer la distance sans modifier les points, prenez un ballon, dessinez 2 points, puis gonflez le ballon. Lorsque le ballon est bien gonflé, vous serez forcé de constater que la distance entre vos points est plus grande, mais vous n'avez pas changé leur position pour autant. Alors, ces facteurs correspondent en gros à ce qu'on appelle la métrique, et c'est l'outil fondamental de la relativité générale. Et elle permet de calculer, de caractériser la courbure d'un espace et calculer des distances dans des espaces plus ou moins déformés, à l'aide d'une sorte de théorème de Pythagore généralisé que je viens de vous présenter. D'ailleurs, on parlerait plus rigoureusement de métrique et non de courbure. Lorsque Georges Lemaître et Alexander Friedmann tentent de calculer la métrique de l'univers tout entier, ils doivent émettre 2 hypothèses pour simplifier les calculs. La première est que l'univers est homogène, c'est-à-dire similaire en tout point. Alors ça peut paraître absurde rien qu'à l'échelle de notre système solaire, mais la réalité est que notre univers n'est pas homogène. Mais l'hypothèse correspondrait à un univers tout entier. Et on s'entend que si on regarde d'assez loin, il pourrait nous apparaître homogène. Alors mathématiquement, ça revient à dire que la métrique est égale partout. Donc à la base de faire d'innombrables calculs afin de trouver la métrique dans chaque région de l'univers, il suffit simplement de trouver 2 facteurs qu'on pourrait appeler grand X et grand Y, donc une métrique. Et ça simplifie énormément les calculs. Alors la deuxième hypothèse est plutôt intuitive et nous dit que l'univers est isotrope, c'est-à-dire similaire en toutes directions. Cela reviendrait à dire qu'il n'existe pas de direction privilégiée. On peut tourner nos axes dans tous les sens et ça ne changera rien. Alors mathématiquement, ça reviendrait à chercher plus qu'un facteur que l'on note par la lettre A et qui se place devant notre fameuse racine carrée. Alors cette lettre est ce qu'on appelle le facteur d'échelle de l'univers. Georges Lemaître a donc trouvé une métrique simple à manipuler qui l'injecte ensuite dans l'équation de champ d'Einstein et en effectuant toutes les modifications nécessaires en prenant en compte les hypothèses d'homogénéité et d'isotropie de l'univers, et il obtient une simple équation différentielle de premier ordre, facile à manipuler. Alors ici, G correspond à la constante de gravitation, ρ de 0 correspond à la densité volumique de masse dans l'univers, et A de t correspond au facteur d'échelle en fonction du temps. Alors numériquement, cette équation se résout plus ou moins facilement et nous donne l'expression d'une fonction d'un facteur d'échelle. Alors si on s'amuse à rentrer cette équation dans Excel, on trouve que le facteur d'échelle augmente avec le temps, donc que les distances augmentent au cours du temps. Et c'est ce qu'on appelle l'expansion de l'univers. Alors aujourd'hui, le facteur est de 1, pour un temps égal à 0. Alors de manière intuitive, il semble donc avoir un moment où le facteur d'échelle pourrait être égal à 0.
Et bien pour ça, il suffit de calculer les valeurs de A pour un temps qui serait négatif. En fait, ça correspondrait au passé. Il obtient cette courbe avec une petite tendance logarithmique. Alors pour ce qui est de la valeur de A est égale à 0, on obtient environ 10 milliards d'années. Ces 10 milliards d'années, c'est plutôt une approximation. Aujourd'hui, on n'établit plus cette valeur à 13,8 milliards d'années. Cette valeur correspondrait donc au début de l'univers, le moment où tout semble avoir débuté, que l'on appelle aujourd'hui le Big Bang. Alors c'est de ces calculs que découle plus ou moins la théorie du Big Bang. C'est justement dans le cadre de cette théorie que l'on a essayé de retracer l'histoire de l'univers en fonction de sa densité et de sa température. Et c'est ce qu'on s'apprête justement à faire. Alors accrochez-vous parce que la première seconde est assez intense. Au commencement, c'est un point. L'univers est infiniment chaud, infiniment dense et son rayon est nul. La physique contemporaine ne suffit pas à décrire les 10 puissance moins 43 premières secondes que l'on appelle ère de Planck. Donc le Big Bang à proprement parler ne peut pas vraiment être décrit actuellement, mais probablement que l'univers n'est à cet instant qu'un ensemble de constructions et de destructions de fluctuations quantiques. C'est pour ça qu'on admet généralement que l'histoire de l'univers débute plutôt à 10 puissance moins 43 secondes. À cet instant précis, la température de l'univers excède 100 000 milliards de Kelvin et la densité est équivalente à celle d'un million de milliards de fois la masse du Soleil, concentrée dans le volume d'un noyau atomique d'un millième, soit 10 puissance 96 kg par mètre cube. L'univers était jusqu'à présent assez chaud pour maintenir les 4 forces fondamentales unifiées, c'est ce qu'on appelle l'ère de la GUT, la grande théorie unificatrice. Alors, pour rappel, les 4 forces fondamentales sont la gravité, la force nucléaire forte et faible et l'électromagnétisme. Mais à partir de 10 puissance moins 43 secondes, l'univers est assez froid pour que les 4 forces se dissocient peu à peu. Alors à 10 à la moins 43 secondes, la gravité se dissocie de la GUT, à 10 puissance moins 35 secondes, c'est au tour de la force nucléaire forte, puis à 10 puissance moins 12 secondes, c'est au tour de la force nucléaire faible et de l'électromagnétisme de se dissocier définitivement pour donner les 4 forces que l'on connaît actuellement. « 100 millionièmes de seconde plus tard, entre 10 à la moins 36 et 10 à la moins 32 secondes, l'univers devient soudainement 10 milliards de fois plus grand, soit une augmentation d'un facteur 28. C'est ce qu'on appelle l'inflation cosmique. Alors à présent, l'univers va garder sa cadence d'expansion que nous connaissons aujourd'hui, et ses propriétés resteront fixes et la courbure globale restera quasi nulle. C'est entre 10 à la moins 32 secondes et 10 à la moins 12 secondes que la matière prend le dessus sur l'antimatière dans un choc très violent. Alors pour rappel, matière et antimatière sont similaires en tout point, sauf la charge électrique qui est opposée. Et entre 10 à la moins 32 secondes et 10 à la moins 12 secondes, la matière et l'antimatière s'annihilent mutuellement. Alors après ce choc, il ne reste qu'un nucléon pour 10 mètres cubes d'univers contre à peu près 1040 avant l'annihilation. Et cet événement explique pourquoi on est entouré de matière et non d'antimatière. Mais attention, elle n'explique pas pour autant pourquoi c'est la matière qui gagne. Entre 10 à la moins 12 secondes et 10 à la moins 6 secondes, l'univers baigne dans un plasma de quarks et de gluons. Alors le quark, c'est la particule élémentaire qui compose les protons et les neutrons, et le gluon, c'est le genre de glue qui colle les quarks ensemble grâce à la force nucléaire forte. Et l'univers, à ce moment-là, n'était pas assez refroidi pour permettre aux gluons de garder collés les quarks de manière stable. Donc les quarks et les gluons se bondissaient dans tous les sens au sein d'une soupe très dense et très chaude, et c'est ce qu'on appelle justement le plasma quark-gluon. Alors cette phase va prendre fin à 10 à la moins 6 secondes, lorsque les gluons peuvent maintenir les quarks ensemble, formant les baryons, tels que les nucléons ou les protons. Et c'est ce qu'on appelle l'ère hadronique. Entre 10 à la moins 6 secondes et 1 seconde, l'univers devient assez froid pour permettre l'apparition des hadrons, ainsi que certains types de baryons comme les protons et les neutrons. Le dixième de milliseconde marque le début d'un ensemble de réactions nucléaires qui conduisent à l'apparition des premiers noyaux d'atomes légers. Alors, c'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale. Et à cet instant, la température de l'univers et la densité sont d'environ 10 milliards de degrés et plus de 100 millions de kilos par mètre cube. Après 2 minutes, les premiers noyaux d'atomes légers apparaissent, comme par exemple l'hydrogène, le deutérium ou l'hélium. La grande majorité de l'hydrogène qui existe aujourd'hui a été produite à cet instant. Et étant donné que nous sommes composés à 10% d'hydrogène, une partie de nous est beaucoup plus vieille que ce que l'on pourrait imaginer.
Quant aux éléments un peu plus lourds qui nous composent, comme par exemple l'oxygène, le carbone ou l'azote, eux ils sont le produit de réactions nucléaires au sein des étoiles qui sont apparues un peu plus tard. Donc non seulement nous sommes constitués du produit de la deuxième minute de l'univers, mais on porte aussi en nous la poussière d'anciennes générations d'étoiles. Il s'est à peine écoulé 2 minutes et nous sommes passés d'un univers très petit et très chaud à un univers à courbure nulle et en expansion, laissant place à une soupe primordiale, puis aux protons et aux neutrons, pour enfin laisser place au noyau d'atomes légers. L'univers ne fera que continuer son expansion pour les prochaines centaines de milliers d'années à venir. L'univers reste toutefois opaque, l'énergie moyenne des photons oblige une dissociation continuelle des électrons et des noyaux d'atomes. Donc les photons sont continuellement absorbés et réémis par les atomes ionisés. Les photons ne parcouraient à cette époque en moyenne que quelques centimètres. 380 000 ans après le Big Bang, la température est de 3000 Kelvin et l'énergie moyenne des photons est devenue trop faible pour dissocier continuellement les électrons et les atomes ionisés. Matière et rayonnement se découpent soudainement. La matière passe d'un état donc de captivité au sein d'un plasma d'électrons à un état de liberté. Elle peut enfin circuler. Alors comme ce rayonnement est très ancien, l'expansion de l'univers a largement étiré les longueurs d'onde. On parle à peu près d'un facteur 1100, transformant progressivement le rayonnement visible de 3000 Kelvin de l'époque à un rayonnement micro-ondes, aujourd'hui audible, d'une température de 2,735 Kelvin. Alors ce rayonnement a été découvert par hasard en 1964 et il est aujourd'hui abondamment observé sous le nom de rayonnement de fond diffus cosmologique. Et en fait, il est un fossile de l'univers primitif. Alors ça, c'est super intéressant. À présent, la lumière peut circuler, mais l'univers reste vide, aucune structure ne peut vraiment émettre de la lumière, d'où le nom d'ailleurs très prévenant de ténèbres cosmiques ou d'âge sombre, pour désigner la période entre 380 000 ans et environ 1 milliard d'années. Et c'est à cette période que correspond la formation des premières étoiles et galaxies. Alors à vrai dire, on sait plus de choses sur les 3 premières minutes de l'univers que sur le premier milliard d'années. Sur cette image, il est représenté le fond diffus cosmologique. Les variations de couleur représentent des irrégularités de température de l'ordre de 1 sur 10 000, ce qui signifie que l'univers, 380 000 ans après le Big Bang, était très homogène. Aujourd'hui, les amas de galaxies sont séparés par des millions d'années-lumière de vide et l'univers est très loin d'être homogène. Le passage d'un univers homogène à un univers hétérogène se serait produit durant ce qu'on appelle les ténèbres cosmiques, pour une raison encore assez obscure. Mais une des explications que j'aime beaucoup pourrait être liée aux fluctuations quantiques durant l'univers très primitif. Les 10 puissance moins 43 premières secondes, notre univers consisterait qu'à des constructions et destructions de fluctuations quantiques. Et lors de l'inflation cosmique, ces fluctuations quantiques se seraient largement agrandies sans pour autant se déformer. Et lors des ténèbres cosmiques, la matière noire aurait suivi ces fluctuations quantiques et se serait amassée autour de ces fluctuations quantiques primordiales. La matière noire aurait alors attiré la matière ordinaire qui se serait amassée en paquets pour former les premières étoiles et galaxies, influençant ce qu'on appelle la structure à grande échelle de notre univers actuel. Alors la structure à grande échelle de notre univers ressemblerait à ça.
Entre 500 millions et 1 milliard d'années, il y a une période de transition entre les premières étoiles et les premières galaxies qui est marquée par la rayonisation des gaz de l'univers par les premières générations d'étoiles. Alors on appelle cette période la rayonisation parce qu'en fait les gaz ont déjà été ionisés lors du Big Bang. Et c'est à cette même période que les gaz des étoiles se sont amassés pour former les premières générations de galaxies. C'est ce qu'on appelle l'ère des galaxies, évidemment. Pour ce qui est de la plus vieille étoile de la Voie lactée, notre galaxie, elle date de 13,2 milliards d'années, soit 400 millions d'années après le Big Bang. Mais la formation de notre galaxie est beaucoup plus longue et elle débute entre 200 et 400 millions d'années après le Big Bang pour s'achever complètement 12 milliards d'années plus tard, soit il y a à peine 1 milliard d'années. La Terre, elle est apparue 9,3 milliards d'années après le Big Bang. La vie, quant à elle, est arrivée 500 millions d'années après, soit il y a à peine 4 milliards d'années. Cette chronologie est issue des calculs de la théorie du Big Bang qui est aujourd'hui largement admise par la communauté scientifique. Alors cette chronologie, elle dépend de l'évolution de la température et de la densité moyenne de matière qui, eux, dépendent à leur tour de l'évolution du facteur d'échelle. Alors, la plupart de ce qui nous entoure aujourd'hui date des 3 premières minutes de l'univers, je pense que vous l'aurez compris, mais le reste ne résulte que du lent processus qu'il a fallu à la matière pour se condenser, s'amasser et former les galaxies et les étoiles, et les planètes, mais aussi la vie. Et voilà, merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser vos questions et vos commentaires en dessous de la vidéo et de vous abonner.